parti pour la Creepy Story. Notre histoire prend place le 17 mars 1997. Un pêcheur se rend sur les abords de la Saône, donc à Verdun-sur-le-Double, donc c'est en Saône-et-Loire, le matin pour aller faire sa petite pêche matinale, qui va malheureusement être interrompue puisqu'il va faire la découverte d'un corps sans vie d'une femme qui est menottée et bâillonnée. Il va évidemment prévenir la gendarmerie qui vont se rendre tout de suite sur les lieux pour venir voir de qui il s'agit. Donc quand les gendarmes arrivent, ils pensent que le corps a été jeté d'un pont qui se situe à proximité, donc le pont de Bragny, et qu'il a été un petit peu emporté par le courant et qu'il se serait échoué sur le petit îlot de terre où le pêcheur l'a découvert. Donc évidemment, le corps ayant été dans l'eau est assez abîmé. Et ils n'ont à ce moment-là aucune idée de l'identité de la victime. Ils vont la voir assez rapidement dans l'après-midi puisqu'ils vont être contactés par le commissariat de police de Beaune qui va leur expliquer qu'une disparition inquiétante a été signalée. Une jeune femme qui se prénomme Virginie Bluzet et qui aurait disparu depuis le 7 février 1997, soit à peu près un peu plus d'un mois avant. On fait le rapprochement et il va s'avérer qu'effectivement il s'agit bien du corps de la jeune femme qui avait disparu un mois auparavant. Donc on va remonter au moment de la disparition de cette jeune femme. Donc on est le 7 février 97. Et le soir, Virginie se prépare pour rejoindre des amis pour un anniversaire. Elle se rend à l'Union, qui est un café de Beaune. Donc Beaune, visiblement, ça a l'air d'être une petite ville, voire même village. Et donc il y a très peu de boîtes de nuit, très peu de bars. C'est toujours un peu les mêmes endroits où les gens se retrouvent. Et donc elle s'y rend à pied de son domicile, enfin du domicile de chez ses parents. Et ça correspond à peu près une distance de 2 km. Donc c'est vraiment pas loin du tout. Une des sœurs de Virginie a tendance, elle, aussi à sortir. Et ce soir-là, elle sortira et généralement, elle se retrouve en soirée, dans les boîtes de nuit, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, les gens se réunissent très souvent au même endroit. Mais ce soir-là, la sœur de Virginie, elle se rendait à Dijon. Donc elle ne croisera pas sa sœur de la soirée. Elle va rentrer au petit matin. Et quand elle va rentrer, elle va s'apercevoir que Virginie n'est pas là. Mais c'est pas quelque chose qui va l'inquiéter, puisque c'est quelque chose qu'elles ont l'habitude de faire de temps en temps. C'est que voilà, elles ont passé une petite soirée un petit peu arrosée, elles finissent par dormir chez un copain, chez une copine, puis elles rentrent plus tard dans l'après-midi. Donc la sœur de Virginie décide d'aller se coucher, puisqu'elle n'a pas dormi de la nuit. Et le problème, c'est qu'elle va se réveiller, sa sœur ne sera toujours pas là. La famille de Virginie Bluzet va laisser passer 2 jours en se disant que peut-être qu'elle avait fait une très grosse soirée, qu'elle était en train peut-être de décuver, que peut-être qu'elle était juste très fatiguée. Mais au bout de 2 jours, le père de Virginie commence réellement à s'inquiéter, surtout qu'elle ne donne pas de nouvelles, même pas un message, rien du tout, enfin, même pas un appel, rien du tout. Donc, au bout de 3 jours, le papa décide de se rendre à la gendarmerie pour signaler la disparition. Les gendarmes vont eux aussi de leur côté se renseigner sur potentiellement des gens qui auraient pu la voir, qui auraient pu la percevoir, qui auraient pu éventuellement l'héberger pour une nuit, mais ça donnera rien. Et ils vont lancer des avis de recherche, des appels à témoins qui seront en vain eux aussi. Et donc le 17 mars 97, vers 22h, le commissariat appelle le père, la famille Bluzet, pour leur dire de venir tout de suite au commissariat. Le père comprend tout de suite que c'est pour sa fille. Il comprend aussi que ce n'est pas pour lui annoncer une bonne nouvelle pour qu'on lui dise de venir à 22h le soir. Donc la famille s'y rend. On leur apprend la découverte du corps et le fait que ce soit Virginie. Et évidemment, tout le monde s'écroule. Personne ne s'attendait à ce que leur fille meure comme ça. À l'âge qu'elle avait, elle était extrêmement jeune. Et pour eux, c'est pas envisageable. On va réaliser une autopsie sur le corps de Virginie. On regarde
un peu quelle aurait été la cause de la mort, mais c'est très compliqué, puisque comme je vous expliquais, l'eau abîme énormément les corps, surtout quand ils y restent, parce que finalement, ils seraient restés quasiment 1 mois dans l'eau, donc c'est très long et ça fait disparaître quand même beaucoup de preuves. Visiblement, il n'y a pas de traces de balles, pas de traces de coups à l'arme blanche. Il y aurait une trace au niveau du front qui pourrait correspondre à un coup, mais c'est très vague. On est incapable d'estimer si c'est vraiment un coup ou si c'est le fait qu'elle soit restée dans l'eau. Il y a de l'eau dans ses poumons, mais pas suffisamment pour représenter une noyade. Donc la seule hypothèse qu'on a à peu près à ce moment-là sur la cause de sa mort, ce serait le fait que, vu qu'elle était bâillonnée, donc elle aurait suffoqué. C'est plus ou moins la cause de la mort choisie, mais c'est très vague quand même. Évidemment, pas de traces d'ADN. On peut donc pas déterminer non plus si elle a été abusée ou non. Donc on est extrêmement limité sur les informations qu'on a sur son corps, en fait, tout simplement. Donc Virginie, qui est cette jeune femme? C'est une jeune femme qui a 21 ans, qui n'a pas d'ennemis connus, très jolie. Qui fait partie d'une famille nombreuse, hein, ils sont 11 enfants. Elle est décrite comme étant discrète, mais avec un très fort caractère. Elle se laisse pas faire. Elle est souriante, elle a pas beaucoup d'amis. Et par contre, elle adore faire la fête. C'est quelque chose qui la symbolise beaucoup. C'est quelqu'un de pétillant, en fait. Et donc, on va avoir 2 témoins qui vont entrer en action et qui vont être très importants pour la suite. Donc ce serait une mère et sa fille qui auraient aperçu le soir de la disparition de Virginie, celle-ci, vers 23h20, montée dans une Jeep 4x4 qui appartiendrait à son petit ami, dont je n'ai pas réussi à trouver l'identité sur internet, mais qui est surnommé Didi. Et les témoins, ce qu'ils vont raconter, c'est que finalement, elle avait l'air de se disputer avec lui et qu'elle va balancer son sac en fait dans la voiture d'une manière très énervée. Elle va être décrite comme une jeune femme en train de se disputer et qui monte dans la voiture de manière très énervée. Voilà. Donc, évidemment, la gendarmerie va interroger Didi et qui va totalement réfuter les dires de ces 2 témoins. Il va dire que ce n'est pas vrai, qu'il ne l'a pas fait monter dans la voiture ce soir-là. Il va tout nier. La famille Bluzet, que ce soit la sœur, le papa, etc., n'était pas au courant que leur fille sortait avec Didi. Pour plusieurs raisons que je vais évoquer plus tard, mais déjà la première, pour la simple et bonne raison que ce Didi est marié et père de famille. C'est déjà un petit peu embêtant. Mais je vais vous expliquer pourquoi la famille n'était pas favorable, déjà ne serait-ce qu'à la fréquentation de cet homme-là. Donc forcément, Virginie étant la maîtresse de ce Didi, il se voyait surtout le soir, puisqu'en journée, il était avec sa femme et ses enfants. Et donc, lui, ce qu'il va raconter, c'est que cette nuit-là, il était dans un bar de Beaune, que Virginie fréquente aussi, que lui, il était avec un groupe d'amis, il joue au billard, que Virginie est partie avant lui du bar, que lui, il est resté avec ses collègues et qu'ils ont décidé de finir la soirée dans une boîte de nuit dans les alentours. Mais que donc, ils se sont juste croisés et qu'ils n'ont pas fini la soirée ensemble. Le problème, c'est que les enquêteurs vont se rendre compte qu'il ment sur les déclarations qu'il fait. Parce que dans un premier temps, il va dire qu'il a été dans une boîte de nuit au Creusot. C'est une ville à côté. Donc les gendarmes vont s'y rendre, vont interroger le videur, et le videur va affirmer qu'il n'est jamais venu ce soir-là à la boîte de nuit. Donc les gendarmes lui disent, voilà, vous nous avez parlé de cette boîte de nuit, mais vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il va expliquer que, ah non, en fait, il n'a pas été à cette boîte de nuit-là, il a été à une autre boîte de nuit qui se trouve à Dole, et que d'ailleurs, en y allant, en s'y rendant, il a croisé un conducteur allemand qui avait besoin d'aide pour être dépanné, parce qu'il avait eu un souci, et il l'avait aidé sur une station d'autoroute qui tractait une caravane
un détail très précis quand même. Hein. Donc, les enquêteurs vont vérifier la station-service, vont vérifier la société de dépannage, et encore une fois, c'est totalement faux. Il n'était pas à cette station ce soir-là et à ce moment-là, et donc encore une fois, c'est un mensonge. Pourquoi il ment à ce moment-là? On ne sait pas. Puis, il va dire... je ne suis pas partie avec Virginie ce soir-là, mais par contre, Virginie est partie avec quelqu'un qui était au volant d'une Renault 21 bleue. Ça sera aussi vérifié par les enquêteurs qui vont chercher un peu les propriétaires des Renault 21 bleus, etc. Mais ça colle pas, en fait. Il n'y a rien de viable sur cette information et on sent que c'est un peu pour brouiller les pistes. Donc forcément, quand tu es auditionné, que tu es visiblement la dernière personne à avoir vu une personne décédée en vie, et qu'en plus tu mens, bah tu deviens le suspect numéro 1, parce que forcément on se dit que tu as quelque chose à te reprocher. Donc les gendarmes vont essayer de se renseigner un petit peu sur ce Didi, voir quel type de personne c'est. Ils n'ont pas besoin d'aller bien loin, puisque ce Didi est déjà connu des services de police pour des petits délits, notamment sur du trafic de stupéfiants. Donc comme je vous l'ai expliqué, il est marié et père de famille. Il est très connu à Beaune parce qu'en fait finalement il fait peur à beaucoup de gens. Les gens le craignent. C'est quelqu'un qui est décrit comme une mauvaise fréquentation, qui fait un peu le gros dur, un peu le caïd, c'est ce qui va être dit, hein, c'est le mot qui va être utilisé. Voilà, qui est quand même costaud, qui en impose. Voilà, c'est un homme que t'as pas envie de contrarier, visiblement. Et donc, rien qu'en tant qu'ami, déjà que ce soit la sœur de Virginie, enfin une des sœurs de Virginie ou son père, il lui avait déconseillé de le fréquenter parce que, voilà, pour toutes ces raisons qui je pense sont suffisantes, ce n'est pas une bonne fréquentation. Sauf que bah voilà, Virginie je pense avait peut-être le béguin pour lui, peut-être qu'elle aimait ce trait de personnalité un petit peu de garçon mauvais, et donc bah, elle n'a pas tenu compte de la vie de sa famille. Et à défaut de tous ces mensonges, les enquêteurs vont lui dire d'accord, ok, peut-être que tu nous as pas menti, que tu t'es embrouillé, mais dans ce cas-là, où étais-tu la nuit de la disparition de Virginie? Est-ce que tu as un alibi? Est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait affirmer où tu étais? Et le problème, c'est qu'il n'est pas capable d'en fournir. Donc vous reconnaîtrez que ça fait beaucoup d'un coup, et ça fait surtout très très suspect. Le problème, c'est qu'hormis le fait qu'il ait menti, ils n'ont rien contre lui. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé d'ADN sur Virginie, malheureusement à cause de l'eau. Ils ont retrouvé par contre de l'ADN de Virginie dans la voiture de Didi, mais ils étaient amants, donc jusque-là, ça paraît quand même assez logique. Et puis c'était de l'ADN, ce n'était pas des traces de sang, donc jusque-là, ça veut tout dire et rien dire. On va chercher aussi où est-ce que les menottes auraient pu être achetées, parce que je rappelle, hein, Virginie est découverte bâillonnée et menottée. Donc on va essayer de chercher où est-ce que Didi aurait pu se procurer ces menottes-là, mais pareil, ça va rien donner, on va ne trouver aucun endroit où il aurait pu faire cet achat, ni de preuve qu'il aurait fait l'achat de menottes. Il va quand même être placé en garde à vue sur le simple témoignage des deux témoins, donc de la mère et de la fille, qui l'ont vu ce soir-là apparemment. Et on va tester le témoignage de ces deux femmes pour la simple raison qu'on va... C'était tard le soir, c'était vers 23h20, donc on veut vérifier que la visibilité leur permettait de vraiment affirmer que c'était Virginie et une Jeep, et ça va y confirmer, c'est-à-dire que leur témoignage est viable, ils pouvaient, de là où elles étaient, elles pouvaient tout à fait apercevoir visiblement les personnes qui étaient là. Il ne va rien dire en garde à vue, il ne va rien avouer, il ne va pas changer son discours, qu'il n'était pas avec Virginie ce soir-là, il va rien changer, il va pas craquer en fait. C'est quelqu'un visiblement qui a l'air très fort mentalement et qu'on ne fait pas craquer comme ça. Et donc, hormis les témoignages, il va être placé en détention provisoire parce que finalement, c'est la dernière personne à avoir vu Virginie en vie, selon le témoignage. Et là, on va avoir une information qui peut donner un mobile sur le meurtre de Virginie, puisqu'en fait, Didi avait été incarcéré pour trafic de stupéfiants.
Et visiblement, il soupçonnait Virginie de l'avoir dénoncé. Donc c'est une hypothèse qui va être envisagée, c'est est-ce que à la sortie de son incarcération, il se serait disputé avec Virginie en l'accusant de l'avoir dénoncé. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ça j'ai pas l'information et je l'ai trouvé nulle part, je sais pas si c'est elle qui l'a réellement dénoncé ou pas. Et est-ce que du coup il aurait voulu la faire taire pour ne pas pouvoir continuer entre guillemets ses petits trafics tranquilles, parce qu'il faut savoir qu'il continuait, il était connu dans cette ville et il continuait son trafic de drogue et visiblement Virginie était au courant. Il ne s'en cachait pas vraiment, visiblement. Et elle était au courant et le cautionnait. Faute d'aveu, faute de preuves, encore une fois, malheureusement, il est libéré. Parce qu'ils n'ont absolument rien pour le garder. Et donc, en 2002, donc soit 5 ans après, un non-lieu est prononcé. Donc, l'affaire est fermée, est rangée, est mise de côté et c'est oublié. Il y a rien, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Virginie n'a rien dit à personne, n'avait pas peur de quelqu'un, n'était pas fâchée, n'était pas en colère quand elle est partie de chez elle ce soir-là. Donc on n'a rien en fait. Vraiment, c'est le trou total, il n'y a rien. On va passer en 2006. Et là, en fait, on va se rendre compte que le meurtre de Virginie a beaucoup de similitudes. Et c'est là qu'il va falloir suivre avec une affaire qui englobe plein de crimes. C'est les disparus de la 6. Je vais pas rentrer trop dans les détails de cette affaire, mais globalement, dans un cercle très restreint autour de la 6, donc l'autoroute A6, une douzaine de jeunes femmes ont été tuées. Je sais pas si toutes elles ont été abusées, mais certaines ont été abusées. Et finalement, ça se situe à quelques kilomètres de là où Virginie a été retrouvée. Donc, on se demande, est-ce que ça pourrait correspondre à toutes ces autres victimes et que finalement, ce serait l'œuvre d'un tueur en série. Voilà, tout simplement. Et donc, les disparus de la 6, c'est de entre 80 et 90 qu'il y a eu une douzaine de femmes qui ont été décédées. Ont été tuées. Et en fait, le papa de Virginie va être contacté par l'une des mamans des victimes. Donc la victime, c'était Christelle Blétry. Et donc Madame Blétry va contacter le père de Virginie Buzet pour lui dire, voilà, on a fait une association au nom de ma fille pour faire éclater la vérité, puisqu'à ce moment-là, elle est disparue de la 6. On ne sait pas sur toutes ces jeunes femmes, enfin, qui a tué ces jeunes femmes en fait. C'est tout ça, toutes ces affaires sont des cold cases à ce moment-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont certainement communes, que c'est la même personne, mais on ne sait pas qui c'est. Donc elle va le contacter, et donc elle va expliquer que voilà, comment fonctionne l'association, quel est son but. Donc c'est de relancer les affaires, d'éviter qu'elles tombent dans l'oubli, et que surtout elle travaille main dans la main avec un cabinet d'avocats qui finalement reprend un peu les dossiers de A à Z des enquêteurs pour voir s'il n'y a pas eu des oublis, si des pistes qui ont été écartées n'auraient pas dû l'être, si tous les indices, tous les scellés, tous les ADN ont bien été pris, s'ils ont... Voilà. En fait, tout reprend de A à Z. Donc, les avocats vont décider effectivement de reprendre l'affaire Virginie Buzet. Et en fait, la grosse erreur qui est commise dans ces cas-là, et c'est ce que remarquent ces avocats, hein, c'est que dans ce genre d'affaires, les enquêteurs vont s'arrêter à des recherches de proximité. C'est-à-dire qu'ils vont penser que c'est quelqu'un du coin, que c'est quelqu'un qui connaît la région, que c'est quelqu'un qui habite ici. Et donc à partir du moment où ils ne trouvent plus rien, ils ne décident pas d'élargir les recherches et de se dire que c'est peut-être quelqu'un de passage, peut-être quelqu'un qui vient de peut-être même d'un autre pays, etc. Et donc en fait, ça limite vachement l'enquête, et c'est pour ça que ça tourne vite en rond et que on finit par avoir des cold cases. Donc, les avocats reprennent l'affaire Virginie Buzet depuis le début et donc regardent ce qui a été fait et pas fait. Alors, il faut savoir que l'ADN est arrivé, alors je ne sais plus en quelle année, mais visiblement en 96 ou 97, il n'y avait pas encore l'ADN, ou en tout cas c'était à ses débuts, je crois. Et en fait... Christelle Blétry, elle a été tuée, de ce que j'ai compris, 1 mois avant Virginie Buzet.
Et en fait, les enquêteurs avaient bien prélevé les vêtements de la victime, mais ils avaient décidé de ne pas faire analyser les sous-vêtements, puisque pour eux, le fait qu'elle ait été retrouvée habillée signifiait qu'elle n'avait pas été agressée. Alors, je suis pas là pour juger le travail des enquêteurs, mais je vois pas trop bien le lien. Peut-être parce qu'ils se sont dit que si elle avait été abusée, le tueur se serait pas embêté à la réhabiller, mais je pense que c'est quand même une erreur essentielle. Donc, on va faire analyser les sous-vêtements de Christelle Blétry, une disparue de la 6, et ça va matcher avec un ADN du FNEG. Alors, je sais plus exactement, c'est fichier national d'ADN ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, c'est les personnes qui ont déjà commis des crimes, etc. Et donc, qui ont déjà leur ADN de connu. Et ça va matcher avec un certain Pascal Jardin, qui, visiblement, lui, était déjà connu pour des faits d'agression. Et donc, 18 ans après les faits, Pascal Jardin va être désigné comme le tueur officiel de Christelle Blétry. 18 ans après. Donc, Christelle, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle rentrait chez elle après avoir passé une soirée avec ses amis. Pascal, visiblement, quittait une soirée très, très, très arrosée. Il aurait croisé Christelle sur le chemin et aurait été pris d'une sorte de pulsion. Voilà, il aurait été très attiré par la jeune femme. Donc il l'aurait forcée à rentrer dans sa voiture, se serait arrêté sur un chemin un peu plus loin pour l'abuser. Visiblement, Christelle tentera de s'enfuir en criant pour essayer d'alerter quelqu'un pour qu'on lui vienne en aide. Et il ne va pas supporter, en fait, qu'elle crie. Et donc, il va la rattraper et lui asséner 123 coups de couteau. Vous avez bien entendu, 123 coups de couteau. Le père de Virginie, quand lui va se rendre compte que l'affaire de Madame Blétry est enfin résolue et qu'elle connaît enfin la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là, ça lui redonne un peu espoir. Il se dit, ok, moi aussi, je vais savoir ce qui est arrivé à ma fille. Moi aussi, je vais comprendre et je vais savoir qui lui a fait ça. Et donc, on va examiner tous les scellés qui n'avaient pas été analysés. Donc, je pense pour le fait que l'ADN n'était pas encore développé à ce moment-là. Donc, il va y avoir les menottes qui vont être analysées, le bâillon, les sous-vêtements de Virginie. Et pour le coup, ça ne donnera rien. Et je pense que le coupable de tout ça reste l'eau. C'est fou de se rendre compte que l'eau peut éliminer absolument tout indice. C'est frustrant au possible. Peut-être même qu'on l'aurait retrouvé, ne serait-ce même qu'une semaine après son décès, déjà on aurait pu avoir encore des infos, mais un corps immergé pendant 40 jours, c'est affreux. On ne peut rien faire après avec le corps de la personne. Et d'ailleurs, on refusera à la famille de Virginie Bluset de la voir. En fait, elle sera directement mise dans un cercueil. Et parce qu'elle était beaucoup trop abîmée et que ça aurait pu être traumatisant pour la famille. On va du coup réexaminer en fait les similitudes entre les disparus de la 6 et Virginie pour voir si elle fait partie du même coupable. Pendant ce temps-là, une reconstitution est faite de Pascal Jardin sur le soir du décès de Christelle. Et en fait, finalement, il ne reconnaît plus les faits. Et finalement, il ne l'a pas tuée, c'est pas lui. Par contre, effectivement, il reconnaît qu'il a eu une relation intime avec elle, mais que c'était consenti. Et que de toute façon, c'était pas la première fois qu'il faisait ça, qu'il avait déjà eu des relations comme ça, intimes avec des filles de passage, voilà, sur une route. Et que ça lui était d'ailleurs arrivé avec une Virginie. Au moment où il dit ça, sachant que là on parlait que de Christelle et que Virginie est décédée très peu de temps après, on se dit ok, là il a sorti un prénom, alors ça peut être un prénom lambda, comme là il vient de parler d'une jeune femme qu'on a retrouvée décédée et qui était pas très loin du lieu de décès de Christelle. Donc on se dit mais est-ce que ce serait pas lui aussi? Est-ce que ce serait pas lui qui aurait fait la même chose aux deux jeunes filles? Et on va expliquer que ça tiendrait potentiellement la route. Surtout les collègues de Pascal vont expliquer que ce serait pas improbable dans le sens où en fait lui il livre pour une entreprise de surgelés et que il avait tendance à livrer du coup des restaurants et que Virginie à ce moment-là travaillait dans la restauration, donc elle aurait tout à fait pu le croiser
Et peut-être qu'il aurait pris le béguin pour elle et que bah, ça aurait pas été réciproque et qu'il l'aurait pas supporté, certainement. Et alors je sais pas à quel moment il donne cette information et à quel moment il se dit que ça va forcément, enfin que ça va l'aider de dire ça, mais il va expliquer qu'en fait il a une femme et que bah, finalement quand sa femme le met en colère, il a besoin de se venger sur les autres femmes. Et que donc à ce moment-là, il a besoin de montrer sa domination, de montrer sa puissance, et que voilà, en gros, faut qu'il extériorise sur d'autres femmes la frustration que sa femme lui crée. Je pense pas que ce soit la solution, mais voilà, c'est ce qu'il va dire. Et donc pour le coup, il va être condamné à perpétuité pour le décès de Christelle Blétry. Donc ce sera vraiment lui qui sera considéré comme le coupable de ce meurtre. Par contre, j'avoue que j'ai pas regardé si il avait été aussi considéré coupable des autres disparus de la 6. Parce que pour le coup, je pense que s'il a fait Christelle, il a dû certainement faire les autres femmes, mais vu qu'il n'avouait déjà pas pour Christelle, j'avoue que j'ai pas regardé cette information. En décembre 2020, donc c'était il y a 3 ans, il y a un nouveau juge d'instruction qui va arriver et qui va demander la réouverture, donc pour la deuxième fois. La première réouverture, c'était quand l'association Christelle s'en est mêlée. Et là, donc, c'est le juge d'instruction qui veut réouvrir l'affaire Virginie Buzet. Voilà, pour réétudier encore tout ce qui a été fait. Entre-temps, malheureusement, la maman de Virginie va décéder. Le papa, en 2021, était encore en vie. Et il disait qu'il continuerait de se battre jusqu'à avoir la réponse, jusqu'à savoir, en fait, ce qu'il s'est passé. Et l'affaire, en fait, récemment, c'est très récent, il me semble que c'est de cette année, il y a un pôle qui a ouvert à Nanterre, et c'est un pôle cold case. Donc, c'est un pôle qui a ouvert uniquement pour les affaires qui n'ont pas été élucidées. Et donc, l'affaire de Virginie Buzet a été récupérée, donc vous voyez, c'est très récent, c'est de cette année, par ce pôle-là, pour tenter finalement de trouver, en fait, ce qui a pu se produire et qui aurait pu éventuellement être le coupable. L'histoire s'arrête là. Donc, on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, en 2023, qui a tué et visiblement balancé le corps de Virginie Buzet dans la Saône, en 97.